présenter les romans lus la deuxième moitié de juillet. Donc on reste en été et on y va tout de suite. Je suis un peu malade, du coup vous excuserez ma tête et peut-être des fois la voix qui part un peu. Avant de commencer à vous présenter justement les livres, je voulais juste vous dire que là ça fait 1 an que j'ai donc ma chaîne YouTube. Et je suis hyper contente, c'est vraiment un loisir, finalement je me suis rendu compte qu'il me plaît beaucoup. J'aimerais m'y investir plus, des fois j'avoue que je trouve pas le temps ou j'ai un peu la flemme quand je rentre du travail de tourner une vidéo. Quand je suis fatiguée, c'est pas forcément la chose vers laquelle je vais me tourner en priorité, mais c'est vraiment un loisir qui me plaît beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis 1 an, qui commentent, qui likent. Voilà, qui m'aide à faire vivre cette chaîne et j'espère continuer pendant longtemps. Pour cette update, j'ai 4 romans à vous présenter et je me rends compte que ce sont tous des suites de sagas, à part le 5e, parce que j'en ai 5 en fait, qui est un livre audio et qui était un one-shot. Donc je vais commencer un peu au pif avec d'abord Armistead Maupin d'un bord à l'autre. Donc ici c'est dans une vieille collection de chez 10-18, c'est le tome 5 des Chroniques de San Francisco, tome que j'avais dans ma palle, tout comme le 4e depuis 10-12 ans. Donc forcément hyper contente de l'avoir enfin sorti de la liste, surtout que je l'ai énormément aimé. J'avais eu un petit coup de mou, on va dire, avec le 4e, j'avais passé un bon moment, mais je ne retrouvais pas ce que j'avais adoré dans les tomes d'avant, et je m'étais dit, peut-être que finalement cette série n'est plus faite pour moi, peut-être que j'aurais dû tous les enchaîner à l'époque quand je les ai découverts, et pas traîner autant, puisque la relecture des 3 premiers déjà n'avait pas complètement la même saveur, même si j'aime beaucoup. Et ensuite le 4e, même s'il était sympa, c'était pas non plus incroyable. Par contre, celui-là, j'ai trouvé qu'on renouait avec ce que j'aimais, c'est-à-dire ces chassés-croisés de personnages, les quiproquos, les malentendus, des situations un peu ubuesques, tout en accordant une certaine place à l'évolution des mœurs et de la société, puisque là on se retrouve à la fin des années 70, je crois, au début des années 80. Donc les choses ont beaucoup changé, il y a beaucoup moins d'insouciance parce que le sida est une maladie qui a été découverte récemment, mais qui n'a pas encore vraiment de traitement à cette époque. Et j'ai beaucoup aimé toutes les storylines des personnages. Il y a un personnage que j'aime pas trop, c'est Marianne. Malheureusement, c'est l'héroïne à la base, c'est vraiment dans le tome 1, la personne avec laquelle on rentre à San Francisco, avec laquelle on déménage là-bas, qui nous fait découvrir toute cette bande qu'on va suivre pendant des années et des années. Et je trouve que pour le coup, c'est vraiment un personnage qui n'a pas bien évolué. Au début, c'est une jeune fille un peu coincée, qui va petit à petit se décoincer, s'ouvrir, etc. Et elle devient assez fun dans les 3 premiers tomes, et je trouve que depuis le 4e, elle est assez antipathique. Moi, j'ai quand même du mal avec elle. Et ce tome-là n'a pas arrangé les choses. J'ai pas trouvé que c'était un personnage qu'on trouvait attachant. Et j'avais jamais spécialement envie qu'on soit dans ses parties à elle. Après, elle est assez en retrait dans ce tome-là. Donc justement, ça m'a pas dérangée. Mais du coup, hyper contente d'avoir lu ce roman. J'ai vraiment hâte maintenant de poursuivre avec la suite et peut-être de les finir un jour, puisqu'il m'en reste maintenant 4 à lire, je crois. Donc, je ne les lirai pas d'ici l'année prochaine, mais peut-être que si je peux en lire 2-3 entre maintenant et 2024, ce serait sympa. Seconde suite de saga, j'ai lu La fille du Doge de Emma Mars, paru aux éditions Charleston. Je vous avais parlé du premier tome en mars, mais vous ne reconnaissez peut-être pas, puisqu'en grand format, la saga s'appelle Castelletto, et les tomes, c'est tome 1 Chiara, tome 2 Nicolas et tome 3 Louisa, je crois. Et en fait, quand ils sont sortis en poche, ils ont été réédités. La saga s'appelle maintenant la trilogie vénitienne. Et le tome 1, c'est La Belle de Venise. Ensuite, on a celui-ci, La fille du Doge. Et le 3e, qui est L'enfant de l'église. De l'exil, pardon. Quoique L'enfant de l'église, ça colle aussi quand on a lu le roman. Donc c'est un très très bon 2e tome. Je l'ai même préféré au premier parce que j'ai trouvé que ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que je pensais que ce roman serait uniquement une romance à Venise, donc avec un petit contexte historique derrière, mais principalement une romance. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment un roman historique à la base, avec une histoire d'amour intégrée. Mais voilà, le contexte historique et surtout la politique de l'époque, j'ai trouvé ça passionnant, parce que Venise fonctionnait vraiment d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas.
Je ne connaissais pas du tout le fonctionnement de Venise à cette époque ou même de l'Italie à cette époque. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Ça m'a rappelé limite un peu l'Empire romain. On a vraiment ce côté Sénat, mais comment dire, ces sénateurs qui ont un peu tous les droits et qui ne s'intéressent pas du tout au peuple, qui sont vraiment là pour servir leurs intérêts. On a beaucoup de jeux de pouvoir, de lutte, de complot, de secrets. Enfin, c'était un tome qui était passionnant. J'aime toujours bien les personnages principaux, donc Chiara et Nicolas, mais franchement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce roman, c'était vraiment tout le contexte autour. Donc, une super lecture. J'espère pouvoir lire le 3e tome d'ici la fin de l'année, comme ça au moins je serai à jour sur une saga. Vous remarquez peut-être que je vais assez vite parce que justement comme ce sont seulement des suites de sagas, je vois pas trop ce que je peux vous raconter sans trop spoiler et du coup je passe plutôt rapidement sur mon impression générale. Ensuite, j'ai donc lu It's in His Kiss de Julia Quinn et ça c'est le tome 7 de la saga des Bridgerton dans lequel on s'intéresse à Hyacinthe, la plus petite des sœurs Bridgerton. Donc moi je ne les lis pas dans l'ordre parce que j'aime beaucoup ces couvertures-là et que j'ai du mal à les trouver. Donc ça dépend de quand je les trouve, je les achète et je les lis. Là j'en ai 2 qui vont arriver, donc je suis très très contente de les avoir dénichés. Du coup, j'ai déjà lu le premier, le 3e, le 4e et le 6e. Et je dois dire que celui-là, c'est mon 2e préféré. Mon préféré, c'était celui sur Penelope et Colin, donc le 4e. Celui que j'ai le moins aimé, je dirais celui sur Francesca, qui m'a pas trop intéressé. Et j'étais assez déçue par celui sur Bénédicte, parce que j'ai pas aimé le comportement de Bénédicte. Celui sur Daphné, je l'avais trouvé assez fun. Celui-là, très très bonne surprise, alors que franchement, j'y allais un peu à reculons, parce que les Bridgerton, voilà, c'est une saga que moi j'ai découvert un peu par hasard en 2019 ou 2018, non 2019. J'ai acheté un tome en librairie en VO parce que je trouvais la couverture jolie. J'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas du tout que c'était connu dans le monde anglo-saxon. Et d'ailleurs, c'était pas du tout connu en France à l'époque, ou très peu. Et en fait, une fois qu'il y a eu la série, voilà, ça a été explosion de popularité. Les romances à la mode Regency reviennent en force. Et je sais pas, le fait que ça ait tellement de publicité, le fait d'avoir lu d'avoir lu plusieurs tomes et de me rendre compte des défauts de l'autrice, j'étais beaucoup moins à fond. Et ce qui fait que je les lis, mais un peu en traînant des pieds, parce que je m'attends à retrouver toujours les mêmes défauts dedans. Celui-ci a été une très bonne surprise. Déjà, le personnage principal féminin, donc Hyacinthe, elle est vraiment très drôle. Elle est complètement différente de ses sœurs. Elle est assez anticonformiste. Elle a ce petit côté rebelle, bien plus qu'Héloïse. Si vous voyez la série, Héloïse, c'est vraiment le personnage un peu rebelle. Mais je trouve que quand on lit les romans, c'est vraiment celle-ci qui ressort comme étant la plus affranchie des règles de la société. Et le personnage masculin était aussi très bien. C'est pas un personnage, c'est pas un goujat, il se comporte pas mal avec elle. Il y a une action qu'il a eue que je trouve un peu moyenne, mais dans l'ensemble, le tout peut se comprendre, il a des justifications, donc franchement, ça reste un personnage qui la respecte, qui est à sa hauteur, et que j'ai beaucoup apprécié. Et pour changer un peu, dans ce roman-là, on a une sorte d'enquête, puisque Hyacinthe entre en contact avec le personnage principal masculin, Gareth, parce qu'il a retrouvé un journal intime écrit en italien d'une de ses ancêtres, et qu'Hyacinthe, elle va l'aider à traduire ce roman. Donc on a un peu ce suspense de savoir qu'est-ce que dit le journal intime, qu'est-ce que ça va révéler sur le passé de Gareth, parce que c'est ça qu'il cherche à savoir. Et je trouvais que ça détournait un peu l'ambiance d'une romance qui serait trop romance ou uniquement consacrée à ça. En plus, les scènes de sexe sont pas très nombreuses pour mon plus grand plaisir parce que je trouve qu'elle les écrit pas très bien. Et il y a quand même beaucoup d'humour. Alors, des fois pour moi, c'est même un peu trop dans le sens où on sent qu'elle veut balancer des répliques du tac au tac non-stop. Il faut que tout le monde ait l'esprit hyper vif et vraiment la réplique parfaite sur le bout de la langue à sortir. Et des fois, je trouve ça un peu fatigant. J'ai envie de dire au personnage de se parler normalement et de ne pas être toujours en train d'essayer d'avoir le dernier mot ou le mot sur l'autre, d'asseoir leur domination. Je trouve que c'est toujours un peu fatigant à lire. Je comprends tout à fait que ça fasse partie du jeu de séduction, mais parfois je trouve que c'est pas trop réaliste, que les gens passent leur temps à... Limite, on a l'impression qu'ils se détestent, alors que en fait c'est juste qu'ils veulent vraiment
ouais, montrer qu'ils ont de l'esprit. Ceci dit, je boude pas mon plaisir, c'était un très très bon roman. Ensuite, j'ai fait une relecture, Le ventre de Paris de Zola. Donc Zola, j'en ai lu 7 ou 8 quand j'étais adolescente. Je voulais lire tous les Rougon-Macquart et puis je me suis arrêtée. Et là, j'ai décidé de les reprendre il y a quelques années. En 2021, j'ai entendu parler d'un challenge qu'elle a eu sur Instagram qui s'appelle Lisons les Rougon-Macquart. Et ça consistait à lire un tome tous les 2 mois. Donc finalement, comme il y en a 20, ça prend à peu près 3 ans et demi. Et je me suis dit, oh là là, lire la saga sur 3 ans et demi, c'est beaucoup trop long. Moi, je veux la lire plus vite. Donc été 2021, je relis le premier tome. Été 2022, j'ai relu le deuxième tome. Été 2023, j'ai relu le troisième tome. Donc on peut voir que ça ne va pas du tout comme je l'avais prévu. Clairement, le rythme des autres était bien meilleur que le mien. Parce que clairement, avec un tome par an, je serai ménopausée avant d'avoir fini. Donc là, j'espère que je vais me bouger pour les lire un peu plus rapidement. Il faut dire que là, les 3 premiers, je les avais déjà lus, c'était des relectures. Donc même si j'étais contente parce que ça m'a amené aussi un regard complètement différent sur les romans, j'ai très envie de découvrir de nouvelles histoires. Dans ce roman-là, on va être à Paris et plus précisément dans l'univers des Halles. Et on va suivre Florent qui est un jeune bagnard qui s'est évadé. En fait, c'est un jeune homme idéaliste qui était révolutionnaire, qui était pour la République. Et quand le Second Empire s'installe, il se fait arrêter et emmené au bagne, et il va s'en échapper et revenir retrouver son frère qui tient une charcuterie. Et à partir de là, on va le suivre dans sa vie où il revient à Paris, où il est au début très très méfiant, très apeuré parce qu'il a peur que la police le retrouve, le renvoie de là où il vient, et en même temps il va vite retrouver un peu ses idées un peu utopistes en fait, et vouloir déclencher de nouveau une révolution, un coup d'état, rendre le pays au peuple, et il va se faire des amis avec qui ils vont souvent discuter le soir, échanger leurs bonnes idées, et un peu, on va dire, entretenir leur exaltation les uns avec les autres tout au long du roman. Et c'est un roman très intéressant parce que Zola va vraiment opposer dans ce roman les gros et les maigres. Florent, c'est un homme qui est hyper maigre, il est d'une maigreur limite maladive, il fait presque peur, on sent qu'il n'est pas sain, qu'il est un peu malade, que voilà, il n'est pas en forme. Et de l'autre côté, on va avoir les connus, donc son frère et sa belle-sœur. On va avoir tous les gens qui travaillent aux Halles, et ce sont des gens qui sont bien portants, ils sont vraiment décrits comme étant gros, gras, roses, respirant la santé, le bonheur. C'est pas du tout grossophobe, c'est vraiment dans ce cadre-là, les gros sont le symbole de la réussite, de la richesse, de la santé. Et en fait, on voit vraiment cette opposition. On voit le fait que les gros ont beaucoup de méfiance envers Florent. Pourquoi est-ce qu'il ne grossit pas? Pourquoi est-ce qu'il est si maigre? Quand on est aussi maigre, c'est que ça cache quelque chose, c'est qu'on est quelqu'un de pas bien, c'est qu'on a une sécheresse de cœur. Et finalement, Florent va jamais réussir vraiment à se faire accepter dans ce monde-là. Et il a tellement des œillères, parfois il est tellement naïf qu'il ne va pas se rendre compte qu'il est en train de précipiter sa chute. Donc c'était une très bonne lecture. Autant la première fois que je l'avais lu, je m'étais un peu ennuyée. Là, je l'ai beaucoup plus apprécié. Même si je dois dire qu'il y a pas mal de descriptions de bouffe sur des pages et des pages que j'ai trouvées un peu interminables et que j'ai zappé parce que avoir une description de charcuterie pendant 5 pages, moi ça m'écœurait un peu. Mais vraiment, à chaque fois que je relis Zola, je suis de plus en plus enthousiasmée par ces romans. Donc j'espère que les prochains vont me plaire tout autant. Et enfin, j'ai lu un petit livre audio. Je voulais quelque chose de rapide. C'était un livre qui faisait genre 3h30. Donc ça passe hyper vite, surtout quand on a des trajets en train. Et pour remettre un peu le contexte, je ne sais pas si vous avez ça, mais d'avoir eu des livres dans votre enfance ou adolescence qui ont toujours été un peu autour de vous, qui ont fait partie de votre culture sans que vous les ayez lus. Et moi, ce roman, ça en faisait partie. C'est le genre de roman que j'ai toujours vu dans tous les CDI des collèges ou lycées où j'ai été. Je sais pas dire pourquoi est-ce qu'il a autant attiré mon regard, mais j'ai l'impression de l'avoir toujours vu autour de moi à chaque fois que j'allais dans une bibliothèque. Néanmoins, je l'avais jamais acheté parce que je trouvais son titre un peu trop scientifique et que ça m'avait jamais attiré. Mais pour moi, il reste vraiment associé à mon adolescence, même sans l'avoir lu. Je ne sais pas si c'est bizarre ou si ça peut vous faire des choses, vous avez la même ressenti parfois avec peut-être des films, des musiques
etc. Et quand j'ai vu qu'il était sur Nextory, je me suis dit pourquoi ne pas découvrir ce roman une fois pour toutes. Je ne vous fais pas plus mijoter pour le titre, il s'agissait de Virus LIV3 ou la mort des livres de Christian Grenier. Peut-être qu'en voyant la couverture, vous reconnaissez l'image que vous l'avez peut-être déjà vu passer. C'est un roman qui a été écrit dans les années 90 dans lequel on va suivre une jeune femme, Alice Elsie Wonder, qui vit dans une époque un peu plus lointaine que la nôtre. C'est plutôt une dystopie et c'est un monde où les lettres sont le plus important et les gens lettrés qui aiment lire, qui savent bien écrire, ont complètement pris le pas sur tout ce qui est médias audiovisuels. Donc la télé, l'ordinateur, tout ça est complètement critiqué, vilipendé, c'est considéré comme étant l'apanage des basses classes sociales et des personnes sans culture. Et il y a vraiment une dichotomie totale entre les deux. Et Alice, elle essaye un peu de faire le pont pour relier ces deux mondes. Elle a écrit un roman dans lequel, même si elle fait partie des lettrés, elle garde une porte ouverte, on va dire, elle tend la main quand même aux gens qui sont fans d'audiovisuel. Et suite à ça, elle va être intégrée dans l'Académie des voyelles, donc des personnes, on va dire, c'est un peu comme peut-être l'Académie française, mais en gros, c'est les personnes les plus illustres parmi les lettrés qui vont lui demander d'enquêter sur un virus qui s'appelle LIV3 et qui a pour conséquence d'effacer les pages des livres. C'est-à-dire que vous ouvrez un roman, vous commencez à le lire, vous allez être transporté dans l'univers, donc c'est très cool, vous allez vivre les scènes, être un personnage dans l'histoire et pouvoir évoluer. Mais après, une fois que vous le refermez, toutes les pages que vous avez lues auront disparu. Et ça fait ça avec tous les livres et petit à petit, tous les livres vont être effacés. Forcément, c'est un drame pour les lettrés et Alice va enquêter. C'est un petit roman jeunesse, donc ça n'a pas une énorme... Enfin voilà, c'est sans grande prétention et en même temps, je trouve qu'il y a une lecture assez intéressante sur l'opposition entre audiovisuel et livre. Je trouve que son approche et son analyse, elle était quand même assez moderne pour l'époque. J'ai trouvé que les rebondissements étaient sympas, on s'ennuie pas du tout. Alice, c'est une héroïne qui est très attachante. Elle a la particularité d'être sourde et muette. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas souvent des personnages comme ça. Et donc, on va voir aussi comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce qu'elle mène son enquête tout en ayant ce handicap en quelque sorte, puisque ça l'amène à devoir toujours faire des adaptations, avoir un carnet avec elle pour écrire ses questions, essayer de lire sur les lèvres, etc. Le seul petit point bémol que je pourrais reprocher, c'est qu'on a une petite histoire d'amour dans le roman que j'ai trouvé beaucoup trop rapide, trop précipitée et je ne l'ai pas trop compris. Ceci dit, si je l'avais lu quand j'étais adolescente, clairement ça m'aurait plu, j'aurais craqué pour le mec aussi, j'aurais trouvé leur histoire trop mignonne. Maintenant avec mes yeux d'adulte, je trouve ça pas très crédible et j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. Mais c'est vraiment un tout petit détail, la romance n'est pas du tout le point central de l'histoire, c'est un à côté et ça n'empêche absolument pas d'apprécier le roman. J'ai donc fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire, à commenter et on se retrouve bientôt. J'ai donc fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire, à commenter et on se retrouve